Nous sommes à Wolfsburg pour essayer la Golf 8 restylée, mais pas que. Alors cette Golf-là, je ne vais pas vous faire le laïus complet. Alexandre Bataille s'en est chargé brillamment sur notre site Caradisiac. Bon, oui, on voit que l'avant est un petit peu modifié, pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Golf marchent par paire. Je m'explique. La Golf 8, en fait, c'est une Golf 7 retravaillée. C'est la même plateforme ou presque, beaucoup de moteurs en commun. Et quand on les voit l'une à côté de l'autre, on se rend vraiment compte que c'est quasiment la même voiture. Elle est sortie en 2012, il me semble. Ça veut dire que depuis 12 ans, on a un peu la même caisse, avec un écran de télévision à bord en plus. Bon, l'évolution n'est quand même pas très rapide. Ce qui est valable pour la Golf 7 et la Golf 8, l'est aussi pour la Golf 5 et la Golf 6. Ce sont, là encore, les mêmes voitures, pratiquement, effectivement, c'est la même plateforme, la même suspension, des moteurs en commun, boîte de vitesse évidemment. La Golf 6 a un gros avantage, c'est qu'elle est beaucoup mieux finie que la Golf 5 qui marquait une regrettable dégénérescence par rapport à sa devancière. Et il faut dire que sa devancière, ce n'est pas n'importe laquelle. On va aller vers elle. C'était la Golf 4. Alors la Golf 4, elle est particulière. C'est une des rares Golf, en fait la seule avec la 1, à disposer dans la famille de sa propre plateforme. Et cette Golf, quand elle est sortie, pour le millésime 98, a énormément surpris par sa qualité perçue. Elle était vraiment au-dessus des autres. Elle avait un habitacle qui était d'une finition exceptionnelle pour son époque. Dynamiquement, c'était autre chose, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, mais il y avait quand même d'excellents moteurs TDI à injecteur pompe qui marchaient très très fort là-dessous. Et c'est vraiment une Golf qui a marqué son temps, surtout dans l'histoire de la Volkswagen. Là, nous remontons jusqu'en 1991, c'est une Golf 3. Et nous retrouvons nos paires. D'ailleurs, c'est même la première paire, je dois dire, parce que la 3 et la 2 qui est là, sortie fin 83, ce sont les mêmes voitures, ce sont les mêmes plateformes. Alors la 3 a des voies élargies, elle ressort aussi le fameux moteur VR6, qui en fait une des premières compactes surmotorisées. Elle a marqué son temps pour ça. Pour le reste, techniquement, c'était un peu une 2, même pas mieux finie, je trouve. La 2, en fait, pour moi, c'est une des meilleures Golf. Pourquoi? Parce que en son temps, elle avait un énorme avantage qualitatif par rapport aux autres et surtout, elle durait très longtemps cette voiture. Elle avait une qualité de fabrication qui était remarquable pour l'époque parce que Volkswagen ne se posait pas tellement la question, ou en tous les cas moins que maintenant, ne se posait pas tellement la question du prix de revient. Donc c'est une voiture qui a une endurance, une solidité vraiment à toute épreuve, d'autant que pour l'époque, elle rouille peu. Je dirais même que celle-ci, la 2, rouille moins que la 3. Ça, c'est assez étonnant. Et enfin, voilà, la première, la Golf 1, sortie en 1974. Alors ce n'est pas la première Volkswagen à traction. Avant, il y a eu la K70, qui était née dessus, il y a eu la Passat, la Sirocco qui est sortie juste avant, et la Golf. Alors la Golf, elle me plaît beaucoup parce que, bon, c'est une icône allemande, mais c'est quand même une voiture un petit peu italienne. Pourquoi? Parce que la carrosserie a été dessinée par Giorgetto Giugiaro chez Italdesign, qui a fait un travail absolument remarquable. Une voiture qui a 50 ans, mine de rien, pas cet exemplaire-là qui est de 79, je crois, mais à 50 ans, qui a très très bien vieilli. C'est une ligne qui est toujours très particulière, très équilibrée, qu'on identifie tout de suite comme étant une Golf, voilà. Alors un autre truc qui est un petit peu italien, c'est que mécaniquement, techniquement, architecturalement, elle s'inspire beaucoup de la Fiat 128, qui a été même, je peux dire, son benchmark. Elle reprend de la Fiat l'implantation transversale des moteurs, avec la boîte en bout de vilebrequin, les jambes McPherson et l'arbre-à-cabre en tête, voilà. Donc une solution qui marchait très bien sur la Fiat et qui marche extrêmement bien sur la Golf, qui a marqué son temps elle aussi, qui a fait vieillir la concurrence quand elle est sortie par son design, et aussi parce que ça a été la première à se décliner en GTI, ça a été la première compacte réellement rapide en 1976 avec cette GTI donc, et son moteur 1600 injections, 210 chevaux. Alors là, c'est une voiture un peu plus modeste que nous avons là, elle a un petit 1100, voilà, qui doit faire 50 chevaux, donc c'est pas un foudre de guerre. Vous allez voir, ça va être sympa, intéressant, voilà, intéressant parce que je la connais déjà, j'ai déjà conduite. Et bon, je vous dis rien, je vous laisse surprise. Alors si la Golf a acquis au fil des années une image de compact premium, comme on dit vulgairement, c'était pas le cas de la une, parce qu'elle est sortie en 74, c'était la crise, et c'était une voiture qui était très simple. Là, on a une version de base, une L, et l'équipement est impressionnant par son absence. Vous voyez devant soi, qu'est-ce qu'on a? Un compteur, une jauge à essence, et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de température d'eau, il n'y a pas d'allume-cigare, il n'y a pas de montre, il n'y a pas d'aérateur central, il n'y a pas de vitre teintée, pas de vitre électrique,
il n'y a rien. Et vous savez quoi? Bah à l'époque on aimait ça gênait personne. Cette Golf aussi c'est signalé parce qu'elle était beaucoup plus moderne esthétiquement que ses rivales de l'époque étaient la Fiat 128, qui était la Simca 1100, ces voitures-là. Là, c'est déjà un tableau de bord presque moderne. Et vous savez quoi? Il y a déjà du plastique moussé. Eh oui. Bon, après, maintenant nous allons faire un petit tour avec. Je vais la démarrer et on va voir comment ça se comporte. Alors, ce qui m'étonne, moi, avec cette Golf 1, c'est que le poste de conduite est vraiment bien étudié. C'est-à-dire que le siège, le volant et les pédales sont bien en ligne. À l'époque, c'était vraiment pas la norme. Et les commandes sont relativement claires. Vous me direz, avec un compteur et une jauge à essence, c'est pas compliqué. Enfin bon, il faut le souligner. Il y a une grosse différence par rapport aux voitures modernes. Il y a une visibilité, mais alors panoramique. Il n'y a pas d'énormes montants pour masquer la vue. Non, là on voit tout ce qui se passe. Ça c'est vraiment agréable. On repère bien les extrémités de la voiture. Ça c'est des choses qu'on ne trouve plus sur les modernes. Après c'est une voiture qui est légère. Moi j'aime assez. Donc il y a une direction qui n'est pas assistée et qui pourtant se manie, mais alors vraiment très facilement. La boîte est pareil, elle est plutôt douce à manier. Bon, après la suspension, là on a de la chance parce que la route elle est bien lisse, donc ça va. Mais alors dès qu'il y a des bosses, ça secoue. C'est pas une moderne. Là-dessus, la Golf même en son temps était déjà jugée ferme. Donc surtout les françaises de ces années-là étaient très souples. Alors là, c'est limite bout de bois quoi. Bon, ensuite le moteur, là en ville ça va, mais sinon il est très bruyant. C'est un peu le gros défaut de la Golf 1, qui est une voiture. Qui manque vraiment de confort. Le siège est pas mal, honnêtement, il est bien étudié, il soutient bien, même moi qui suis grand. Alors, un des gros défauts de la Golf 1, c'est le bruit. C'est une voiture qui n'a pas beaucoup de sonorisation. Là, on est à 100, même pas 90. On entend bien le moteur, c'est un diesel, comme dirait Coluche. Non, c'est un moteur 1100 essence. Et ça me rappelle une chose. Ça me rappelle ma jeunesse. J'avais 13 ans et avec ma grand-mère, on est parti en vacances dans sa Golf 1 GL. Et sur autoroute, c'était comme ça tout le temps et rapidement on en a eu marre. Ma grand-mère s'est arrêtée pour remplir le réservoir d'essence. Et là, la Golf 1, à boîte automatique, pas très vieille, elle avait 4-5 ans cette voiture. Elle est tombée en panne, elle n'a jamais voulu redémarrer. Ah, c'est le bruit, on entend bien. C'est une boîte 4, bon. Elle n'a jamais voulu redémarrer. Bon, et là, au miracle, qu'est-ce qu'on nous donne comme voiture? Une autre Golf. Mais cette fois-ci, c'est une 2. Et la 2, je vais vous dire, ça n'a rien à voir. Voilà, on reste sur la 1. Bon, c'est une 1100, ça marche pas très fort quand même. Mais tant mieux, parce que ça freine pas très fort non plus. C'est aussi un autre défaut de la Golf 1, c'est que les freins, c'est une pédale spongieuse. Et la puissance de décélération est, symbolique. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que cette voiture est toute petite, même sur la route. Et tout à l'heure, j'ai eu un peu peur parce que j'étais à 100 compteurs et il y avait un énorme camion, un camion de taille normale, qui était vraiment derrière moi. Je me suis dit, c'est marrant, pourquoi je suis à 100 compteurs et il me colle? En fait, cette voiture est équipée d'un dispositif de sécurité absolument extraordinaire, un compteur totalement imprécis. Je m'explique. À 100 compteurs, on n'est même pas à 90 réels. Donc pour être à 100 réels, là j'ai mis Waze, donc j'ai la vitesse GPS, il faut être à 115 compteurs. Voilà. Donc ça, si on ne le sait pas, on peut mal le deviner. Et à 115 compteurs, ça fait encore plus de bruit qu'à 100 compteurs. Donc on n'a pas envie d'aller beaucoup plus vite. C'est ça la sécurité. Eh oui, on n'y pense pas à ces choses-là. Si à l'extérieur, les Golf 1 et 2 se ressemblent beaucoup, à l'intérieur, c'est une toute autre affaire. La Golf 2, c'est une voiture radicalement différente. Déjà, elle est beaucoup plus spacieuse. Elle est plus large, elle est plus longue, elle est un peu plus haute, ça se voit pas parce qu'il y a un tour ouvrant qui mange un peu plein son moteur. Surtout, il y a une toute autre finition. Tout est garni, on a une belle planche de bord moussée. Alors il faut dire qu'on a une Golf 2 GL qui avait donc ce matériau rembourré, qui n'avait pas sur la version S par exemple, ni les CL. Ça c'est une version allemande, donc elle est moins équipée que la française. La française elle avait 2 séries, les 4 vitres électriques qu'il n'y a pas ici, et le compte-tour qu'il n'y a pas ici non plus. Mais là nous avons quand même une direction assistée et donc sous capot un moteur 1800 de 90 chevaux pour une voiture qui fait dans les 900 kg. Donc ça marche pas mal et je le sais parce que cette voiture je la connais bien. C'est là-dessus que j'ai fait il y a bien longtemps, il y a oh oui au moins. J'ai fait ma conduite accompagnée là-dessus, voilà. Donc plein de souvenirs avec cette caisse. Mais il n'y a pas que ça. Ma grand-mère va revenir. Revenons à ma grand-mère, donc qui est tombée en panne avec sa Golf 1 GL. Ce
Ce qui nous a valu de continuer notre voyage avec une Golf 2 CL, donc moins bien que la GL que nous avons là, mais quand même rien à voir avec la Golf 1. Et ça m'avait surpris à l'époque, et je retrouve ici la même différence. À l'époque, en passant de l'une à l'autre, on passait d'une voiture bruyante et ferme à une voiture finalement presque contemporaine, confortable, correctement sonorisée, avec une bonne direction, une bonne boîte. Et ma grand-mère, ça lui a beaucoup plu, faut dire, parce que là, elle s'est sentie pousser des ailes. Alors ma grand-mère était une personne qui était assez raffinée, qui était lettrée, bien habillée, mais qui était un petit peu badass, faut reconnaître. Mamie était badass. Et avec sa Golf 2 CL 1300 boîte 4, elle roulait à fond, on se posait pas de questions, à fond sur l'autoroute, 170, tout le long, jusqu'au sud de la France. Et évidemment, à l'époque, tout le monde ne roulait pas aussi vite. Et ma grand-mère, elle s'en foutait complètement, appel de phare, pousse-toi que je m'y mette. Et ce qui était très amusant, c'était de voir les mecs, les quadragénaires, pères de famille, dans leur Renault 18, péter un câble quand ils voyaient qu'ils se faisaient doubler par une Golf conduite par une mamie de plus de 60 balais. Ça, c'était un grand moment. Et ma grand-mère, pour elle, 130, 170, c'est pareil. Il faut dire aussi que, comme sur la Golf 1, sur la Golf 2, le compteur est très imprécis. Alors là, on est à 110 et en vitesse réelle, 110 compteurs, en vitesse réelle, on est à peine à 100. Donc ça exagère quand même beaucoup. Voilà. Et puis, après, je retrouve, comme j'ai dit tout à l'heure, une voiture agréable à conduire, contemporaine. Et je comprends pourquoi en Allemagne, ils continuent à utiliser cette voiture de façon quotidienne, parce que voilà, on est bien dedans, elle est simple mécaniquement, donc facile à réparer. Puis tout à l'heure, fondue d'un bloc, ça a l'air très solide en fait à l'intérieur. Et elle l'était, cette voiture, elle était vraiment costaud. Donc ouais, c'est vraiment sympa de reprendre le volant de cette Golf 2, qui à mon sens est vraiment une des meilleures Golf qui a été conçue, évidemment, relativement à la concurrence du moment où elle est sortie. Avançons un peu dans le temps et nous voici dans une Golf 3 qui, comme on l'a dit, est une Golf 2 recarrossée avec un intérieur un peu plus chic. Alors là, il y a des plastiques moussés, bien sûr, mais les autres sont basiques. C'est étonnant. L'assemblage est pas franchement meilleur que sur la 2. Je sais pas si ça fait plus chic, mais ça fait pas plus solide. Voilà. Et c'est un choix. C'était l'époque aussi qui voulait ça. Dans les années 90, on était très cocooning, très courbe. Ça n'a changé depuis. Golf 3. J'ai une petite anecdote aussi à vous raconter sur la Golf 3. Là, nous avons une version dotée du célèbre moteur TDI qui a tant fait pour l'image de Volkswagen. Bon, nous allons voir que, à la mise en route, c'est un peu particulier. Je vais démarrer. Voilà. Assez agricole, ça. On sent que c'est un diesel, ça. Bon, allez, on va rouler, les amis. Vous vous rappelez le bruit que faisait la Golf 1? Là on retrouve un niveau sonore assez comparable. J'exagère un peu parce que on a une TDI. Et franchement, la Golf 3 TDI, alors c'est une 90 chevaux. Ouais, on entend le moteur. Alors, en ville, franchement, ça vibre. C'est très bruyant. À l'époque, on était quand même beaucoup moins regardant que maintenant sur la sonorisation, parce que ça passait plus, mais vraiment plus du tout. Globalement, après la Golf 3, je l'aime pas trop cette voiture. C'est une 2 qui se veut plus bourgeoise, plus confortable et qui est moins qualitative. Voilà, par exemple, celle-ci elle est plus récente que la Golf 2 tout à l'heure. Elle a moins de bornes. Alors, le siège est avachi. Là, j'ai une espèce de barre en haut du dos. Le ciel de toit commence un petit peu à pendouiller par l'arrière. On sent que la qualité, c'est plus ça. On sent qu'ils ont vraiment cherché à rogner un peu sur le prix de revient, à faire une bagnole. Il met en accélération, on entend bien le moteur. Et là, c'est vraiment un diesel pour le coup. Le moteur en lui-même, il est pas mal. Il a du punch. Pour un 90 chevaux, ça marche très gentiment. Mais la suspension, ça ballotte un petit peu. La délargation est un peu plus molle. C'est pas mieux insonorisé, même au bruit de vent. Ça, c'est un truc que j'avais déjà remarqué à l'époque. Oui, parce que j'ai une anecdote aussi sur la Golf 3. Voilà. Alors, mon cousin en avait une 90 chevaux. Et mon cousin, c'est vraiment pas un fou du volant. Il conduit vraiment pépère. Manque de bol. Un jour, sortie de rond-point, mouillé, très prudent, il sort à 30 à l'heure. Il y a un camion qui a dû passer par là qui va avoir plein. Il y a du gazole par terre. Et whoop, la Golf glisse et va tomber gentiment dans un fossé. Il n'y a pas grand-chose, franchement, elle est tombée comme ça. Alors mon cousin, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les secours, évidemment. Et pendant qu'il appelle les secours, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dame avec sa voiture qui sort du rond-point comme mon cousin,
qui glisse sur la même nappe de gasoil que mon cousin, et sa voiture va tomber sur la Golf de mon cousin, et la Golf, elle n'a pas aimé du tout. La pauvre finit à la casse. Oui, que voulez-vous. Ah, ça, c'est vraiment pas de bol. Donc, elle a été remplacée par une Lancia Y10, pas Y10, une Lancia Y, 1,2 litre 16 soupapes, qui était beaucoup plus sympa à conduire. Ça pour dire que la Golf 3, bon, ben, à moins de la prendre en VR6, ou à la limite en GTI 16 soupapes, c'est pas forcément la Golf de choix. Voilà. Ce n'est que mon avis. Je sais que je vais pas me faire que des amis, mais je le pense. Après la 3 que j'aime pas, voici la 4 que normalement j'aime pas non plus, mais il faut quand même reconnaître que cette voiture, quand elle est sortie, elle a foutu une claque à ses rivales en matière de finition. Et c'est vrai que plus de 25 ans après, quand on regarde ce tableau de bord, on est impressionné parce que il est vachement élégant en fait, il est très bien dessiné. Je trouve que ça n'a pas vieilli, moi personnellement. Il y a toujours de beaux matériaux, c'est bien assemblé. Ouais, on est bien installé. Ouais, ça c'est du beau boulot. Maintenant, nous allons voir ce que ça vaut sur la route. Cette voiture, bon, anecdote, j'ai déjà conduite il y a des années. C'est une V6 4Motion qui fait 204 chevaux et donc sous le capot, il y a le fameux VR6 qui change tout. Niveau anecdote, sur les Golf 4, j'en ai pas. Si, bon, à l'époque, la mère d'un pote qu'on avait acheté une 1600, et franchement, à conduire, la 1600, c'est une purge. Il n'y a rien, c'est naze, pas d'émotion. En revanche, là, on n'a pas une 1600, on a une V6 4Motion avec le VR6, donc 204 chevaux, et ce moteur, c'est une merveille. Mais je comprends même pas qu'on puisse lui préférer ces espèces de 4 cylindres turbo qu'on voit à l'heure actuelle, qui sont fadas, on n'entend rien. Là, c'est mélodieux, ça reprend à tous les régimes, c'est doux, c'est soyeux, c'est un agrément de tous les instants. Pour en profiter, on n'a pas besoin de rouler vite. C'est ça, à mon avis, le vrai agrément de conduite. C'est quand on démarre son moteur, on a la banane. En plus, la 4Motion, elle a un gros avantage par rapport aux autres Golf 4, du moins les tractions, c'est qu'à l'arrière, il y a des bras indépendants. Et bien non, on est sur une torsion vraiment pas terrible. Ce qui veut dire qu'on y gagne beaucoup en confort et en comportement routier. Donc là, on a une voiture qui est silencieuse, qui est bien suspendue, qui est onctueuse par sa mécanique. Ouais, moi, je trouve que c'est une voiture extrêmement agréable à conduire. Et je suis pas un fan de la Golf 4. Franchement, c'est vraiment pas ma préférée, pardon. Mais ouais, celle-ci, c'est autre chose, quoi. Vraiment. Alors, s'il faut faire la conclusion et dire quelle est la meilleure des Golf, objectivement, je pense que la meilleure, toute génération confondue, par rapport à la concurrence, bien évidemment, c'est la 2. La 2, elle est spacieuse, elle est confortable, elle tient bien la route, elle a un très bon moteur, elle est ultra fiable, elle est solide. C'était vraiment une excellente bagnole. Elle a connu un grand succès à l'époque. C'était de la vraie Dodge Qualitat, au vrai sens du terme. Et le succès qu'elle a rencontré était totalement mérité. Après, moi, je dois dire que j'ai aussi le coup de cœur pour cette 4, grâce à son moteur et à sa suspension. C'est une voiture, voilà, soyeuse à conduire. C'est pas très cher encore, ces Golf-là. Donc, si vous voulez en trouver une à collectionner qui va vous donner du plaisir quand vous voulez partir en vacances, prenez une Golf 4 4Motion. Et prévoyez un petit budget carburant parce que ça bouffe un peu quand même. Ah oui, avant rien sans rien.